Avant de commencer, j'en profite pour remercier très fortement les différents... Vous m'entendez? Pour remercier très fortement les différents membres du groupe de travail qui nous ont aidés à mener à bien ces travaux, et je remercie en particulier François Vieillard et Christine Reynard qui sont véritablement allés au bout de cette réflexion. Le titre du rapport concerne les trains à grande vitesse dans le monde, avec un sous-titre relatif au devenir de la grande vitesse ferroviaire dans le monde, au devenir de la grande vitesse ferroviaire française. Et c'est ce sujet que finalement nous avons étudié dans le groupe de travail, avec une situation finalement assez paradoxale. Nous venons de fêter le 30e anniversaire du TGV en France. À l'évidence, c'est une réussite technologique tout à fait remarquable. Plus de 100 millions de voyageurs transportés l'année dernière en France, près de 2 milliards transportés depuis 1980, dans des conditions de sécurité exceptionnelles, aucun accident mortel depuis le départ, dans des conditions de fiabilité assez bonnes, même si naturellement il y a quelques incidents, ceci conduisant effectivement le Grenelle de l'environnement à recommander la réalisation de 2000 km de lignes TGV supplémentaires d'ici 2020. Donc de là une question paradoxale, pourquoi se poser dans ces conditions le devenir de la grande vitesse ferroviaire française? Pourquoi s'interroger sur un tel sujet? De fait, et pourquoi s'interroger plus précisément sur le devenir de la fabrication des rames TGV en France? De fait, nous assistons à une triple remise en cause que vous voyez sur le slide qui arrive, triple remise en cause du marché intérieur, remise en cause sur les marchés extérieurs, remise en cause technologique. Remise en cause du marché intérieur, vous avez bien compris que le modèle économique ferroviaire coûtait extrêmement cher, cela va être un des sujets des assises du ferroviaire, ce qui conduit la SNCF à réduire ses postes de dépenses, et ça a été l'une de ces annonces du début de l'année, envisager de ne plus commander de nouveaux TGV, de nouvelles rames TGV pendant les 10 années qui viennent. Remise en cause sur le marché extérieur également par l'apparition d'un très grand nombre de concurrents en Europe, en Asie, en Europe, ne serait-ce que Bombardier, Siemens, Bombardier qui s'est installé en Allemagne, et un certain nombre de concurrents espagnols. Remise en cause également sur le plan technologique, puisque la Chine développe plusieurs trains avec des marques différentes, plusieurs trains roulant à plus de 350 km à l'heure, ou devant rouler à plus de 350 km à l'heure, j'y reviens. Donc, de là une question, y a-t-il un avenir, ou quel avenir pour le TGV français et pour la fabrication des TGV? Et je dirais que dans le groupe de travail, nous avons vu une première surprise et une surprise forte, puisqu'à cette réponse, y a-t-il un avenir pour la fabrication des TGV en France, nous avons vu une première réponse négative de la part d'un certain nombre de personnes, nous disant attention, la fabrication des TGV c'est simplement 10% du chiffre d'affaires du transport ferroviaire, donc c'est pas très important. Il y a trop de constructeurs en Europe, il faut donc les fusionner, et un constructeur unique en France n'a finalement pas grand sens. Nous avons choisi au contraire de donner une réponse positive à cette question, en cherchant à dire qu'il faut assurer finalement le devenir de la grande vitesse ferroviaire française et le devenir de la fabrication des TGV en France. Il y a une question naturellement de notoriété technologique ou de réputation technologique, d'image de marque, mais il y a aussi trois arguments que je vais développer plus rapidement. Le premier d'entre eux est la maîtrise du système ferroviaire. Depuis 30 ans, la France a su développer un système ferroviaire avec une grande maîtrise, avec une absence d'accident. Et j'ai hésité à vous présenter le slide suivant, mais je crois qu'il faut le faire. Un système, ce slide vous montre ce qui s'est passé en Chine au mois de juillet, avec un TGV qui a subi la foudre,
une signalisation qui est tombée en panne, un TGV suivant qui a percuté le premier, et avec des voitures qui sont tombées du viaduc, entraînant une trentaine de morts. Le principal enseignement que j'en tire, et je ne chercherai pas à en tirer plus, le principal enseignement que j'en tire est que la grande vitesse ferroviaire correspond à un système dans son ensemble, depuis la voie jusqu'au matériel, jusqu'à la maintenance et à l'exploitation de ce matériel, et jusqu'aux hommes qui vont faire la maintenance, qui vont l'inventer, qui vont l'exploiter. C'est ce système que nous maîtrisons en France, et nous n'avons aucune raison de ne pas en être fiers. Deuxième point, c'est l'aspect technologique. Tout le monde connaît Alstom ou Siemens qui effectivement construisent des TGV, mais il faut bien voir que derrière Alstom, il y a un certain nombre d'entreprises françaises ou européennes de taille petite ou moyenne, qui sont des leaders mondiaux dans leur domaine. Je voudrais vous en donner deux exemples. Février Transport, qui développe un certain nombre de pièces dont vous n'avez peut-être pas idée, mais qui sont extrêmement importantes dans la réalisation d'un TGV. J'en ai cité trois, les garnitures de frein, les joints gonflables sur les portes d'accès, la climatisation avec des clapets haute vitesse, qui sont indispensables pour que le TGV puisse effectivement fonctionner. Autre exemple, c'est Goslo Cogifère qui développe les appareils de voie et les aiguillages, avec ce nom absolument superbe de cœur d'aiguille à pointe mobile avec monoverso manganèse, qui correspond, là vous pouvez reprendre ce terme, qui correspond effectivement à une pièce particulière de l'aiguillage qui permet à un TGV de changer de voie à une vitesse de plus de 230 km/h, et croyez-moi, c'est véritablement une performance technologique. Donc à partir de là, maîtrise du système ferroviaire, des entreprises françaises qui permettent, qui sont à la pointe de l'innovation et à la pointe de la frontière technologique, il nous semblait évident qu'il fallait chercher à aller dans le sens de la poursuite de cette aventure industrielle du TGV, avec 4 recommandations qui s'en suivent, qui nous semblent tout à fait évidentes. Première recommandation, il faut bien évidemment rester à la pointe de l'innovation. Donc, de là notre proposition de dire qu'une partie des financements des dépenses d'avenir doivent aller dans le sens du développement d'un nouveau train à grande vitesse, là encore pour rester véritablement à la pointe technologique en matière de rame TGV. Alstom a proposé en juin un nouveau TGV avec des améliorations technologiques remarquables sur l'électronique de puissance qui permet de réduire la taille des composantes et d'embarquer beaucoup plus de passagers, ce qui devrait conduire à un train qui coûte moins cher au kilomètre parcouru. C'est bien évidemment un candidat tout à fait intéressant pour bénéficier des dépenses d'avenir. Autre point en matière d'innovation, naturellement, c'est chercher à ce que RFF profite de chaque réalisation de lignes nouvelles pour tester un certain nombre de l'innovation. Je ne chercherai pas à rentrer dans le débat, faut-il une voie sur dalle ou une voie sur ballast. La voie sur ballast se fatigue au-delà de 320-350 km/h. Essayons la voie sur dalle, regardons ce que ça donne, et normalement c'est ce que RFF est en train de faire dans les partenariats publics-privés qu'il est en train de lancer. Deuxième message, c'est celui du marché domestique ou du marché intérieur. Aucun constructeur ne peut survivre, aucun constructeur d'ailleurs ne survit en matière de rame TGV s'il y a un marché domestique d'une certaine ampleur. Donc de là l'idée de dire qu'il faut que la SNCF lisse et pérennise le marché intérieur. La SNCF a plus de 400 à 500 rames de TGV aujourd'hui, avec une moyenne de vie de 30 à 40 ans. Ça doit faire au minimum une commande de 10 TGV par an, ce qui est déjà une commande tout à fait satisfaisante. Troisième possibilité, troisième recommandation, l'idée est de véritablement développer, promouvoir le système de la grande vitesse ferroviaire française à l'étranger, non pas sous l'idée d'un Club France ou d'un pack de rugby. Autant que j'hésite à employer la comparaison de pack de rugby, j'aimerais mieux vous répondre dimanche prochain ou samedi soir qu'aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas forcément de promouvoir un pack de rugby qui soit
dans la même composition pour tous les marchés, parce que les marchés à l'étranger sont différents. Un certain nombre de marchés vont se faire sous forme de concession et on vendra l'ensemble du système clé en main, entre guillemets. Dans un certain nombre de cas, il y aura des commandes pour les différents équipements, une commande à la fois sur la voie, sur la signalisation, sur le matériel. Donc des systèmes, des commandes différentes répondant à des demandes différentes des clients, conduisant à dire attention, on ne va pas proposer une offre unique à l'étranger. Par contre, il faut et il est nécessaire que les différents acteurs de la grande vitesse ferroviaire française se parlent entre eux, cherchent à échanger un certain nombre d'informations sur de la veille technologique, ce qui ne veut pas dire après qu'ils ne peuvent pas répondre en concurrence. Attention au message qu'on fait passer. Dernier point enfin, l'idée est de chercher à développer dans un certain nombre de pays considérés comme devant développer dans le futur la grande vitesse ferroviaire, de développer des coopérations institutionnelles. Je pense en particulier aux pays émergents qui ont d'ores et déjà annoncé, qu'ils voulaient développer dans l'avenir la grande vitesse ferroviaire et donc chercher à développer très en amont avec eux un certain nombre de coopérations dans le domaine du transport nous semble tout à fait logique et raisonnable. Un autre des points particulièrement importants pour développer le ferroviaire dans ces grands pays est naturellement la présence des cabinets conseils et des entreprises de conseil dans le domaine qui, là encore, exercent un travail quotidien extrêmement important pour gagner de tels contrats dans le futur. Merci, excusez-moi, j'ai probablement été un peu.